Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour un échange sur un sujet important et ô combien actuel, la dépossession des nations de leur juridiction et la marche vers leur disparition. À cet effet, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Bugot. Valérie, vous êtes analyste de géopolitique juridique, docteur en droit et chercheuse indépendante. Vous avez créé une théorie que vous appelez la théorie juridique unifiée de l'entreprise capitalistique, qui réinvente les fondements de la participation. Vous avez publié 5 livres. Le prochain apparaîtra dans quelques jours. C'est le tome 2 du livre que nous discutons aujourd'hui, Les raisons cachées du désordre mondial. Dans ce livre, vous dénoncez la concentration du capital et son accaparement par une oligarchie financière qui a pour but d'ériger un nouvel ordre mondial qui dépossède les nations de leurs droits. Vous décomposez très clairement la méthodologie de dépossession et de transfert de pouvoir économique et politique, concentration de capitaux dans des paradis fiscaux, libre-échange, anonymisation des capitaux, indépendance des banques centrales. Vous passez tout le process de dépossession au peigne fin et de manière documentée. Au passage, vous ne mâchez pas vos mots, vous déclarez « la France n'existe plus ». Vous qualifiez d'imposture les piliers sacro-saints du régime républicain, parlementarisme représentatif, séparation de pouvoir et même la notion de république. Enfin, vous proposez les solutions pour une reconstruction des institutions politiques à travers la réhabilitation du concept de droit naturel et du droit continental que vous opposez au droit maritime anglo-saxon ainsi que l'institution d'une méritocratie élective au sein de l'entreprise. Je vous propose le déroulement suivant pour notre échange. On pourrait commencer par un constat sur les conséquences de l'institution du nouvel ordre mondial, une sorte d'état des lieux de la dépossession des pouvoirs économiques et politiques des nations, pour s'attarder ensuite sur la finalité ou les finalités de l'ordre mondial et ses outils de désintégration du droit. Enfin, il faut se demander s'il est encore possible de riposter et comment. Bonjour Kenza, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Oui, ce que vous dites, vous avez fait un résumé linéaire de mes travaux. Quand je parle de méritocratie élective, je ne parle pas uniquement d'entreprise, je parle de la réforme des institutions, donc la réforme du régime politique que je porte et que je préconise. Et en fait, cette réforme, elle n'est pas venue de nulle part, c'est-à-dire qu'elle est venue de mon analyse de la situation, dans la mesure où, tout comme vous, quand on est à l'école et qu'on nous apprend tout un tas de choses, on croit vivre dans une réalité, et quand on commence à découvrir, quand on creuse un petit peu et qu'on commence à découvrir le fonctionnement réel, avec les réels rapports de force sous-jacents qui sont à l'œuvre, je parle au départ, je suis partie de la France et au niveau mondial, eh bien on comprend tout de suite que nous vivons dans une imposture généralisée et que la liberté et la démocratie sont des mots pour une large part complètement dépourvus de sens réel. Donc effectivement, moi je suis juriste et j'ai commencé mes travaux de juriste concernant l'économie, le droit économique. Et en particulier, j'ai longtemps travaillé sur l'entreprise. L'entreprise et les impôts, enfin, etc. Tout l'environnement économique qui génère un tissu économique dans une nation et qui génère aussi une certaine cohésion sociale. Donc je me suis donc rendu compte que le cœur du problème, c'était justement l'organisation juridique de l'entreprise, puisque cette organisation est très très fallacieuse et comment dirais-je, elle génère dès le départ et sans aucune possibilité d'échec un accaparement en réalité de la richesse par les gens qui détiennent les capitaux. Parce que la force de travail n'est pas représentée de façon statutaire, satisfaisante, en tout cas en termes d'équité, dans les rapports de force internes aux sociétés capitalistes, ce qu'on appelle société capitaliste. Mais en réalité, quand on parle de ce capitalisme-là, il s'agit déjà d'une imprécision, puisque là, on parle de la forme, comment dirais-je, hollando-britannique, que les banquiers ont donné précisément à l'entreprise
Et c'est une forme qui n'a pas toujours été de soi et qui n'a pas toujours été, en tout cas, validée, et en particulier sur le continent européen, puisque nous avions le modèle rhénan, qui était aussi un modèle d'entreprise, qu'on pourrait dire capitaliste, mais qui est un modèle qu'on appelle de cogestion. Et en France, depuis le 19e siècle, nous avions des velléités pour introduire un autre modèle économique, qui était la participation. Ce modèle économique n'a jamais pu voir le jour. Il n'a jamais pu voir le jour pour la bonne raison que depuis la Révolution française, en réalité, les dirigeants de la France sont en réalité les dirigeants économiques, et donc capitalistiques sur le modèle hollando-britannique. Donc ce rapport de force-là étant assis de façon relativement pérenne, justement par le biais des institutions politiques, il n'a pas été possible en réalité d'imposer notre modèle économique naturel qui était celui de la participation. C'est ce que j'ai découvert en réalité, tous mes travaux sont partis de là. Et je me suis rendu compte qu'en effet, après la Seconde Guerre mondiale, si nous avions retrouvé une autonomie monétaire relative, puisqu'elle s'est avérée extrêmement temporaire finalement, eh bien, nous n'avions jamais pu imposer ce modèle de participation, et que c'est justement parce que nous n'avions pas pu imposer ce modèle de participation que la souveraineté monétaire est devenue fragile. Donc si vous voulez, ça m'a conduit dans des abîmes de réflexion qui m'ont conduite à m'intéresser davantage au système institutionnel de la monnaie, c'est-à-dire au système monétaire, mais par le biais des institutions et de sa conception finalement juridique, ce qui m'a amené évidemment au système des banques centrales, et de fil en aiguille, j'ai pu reconstituer en réalité tout le cheminement de cette domination, qui est une domination qui a plusieurs facettes, et notamment qui prend des facettes idéologiques, mais ce ne sont que des paravents, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'un modèle à stricto sensu économique ni idéologique, il s'agit d'un modèle hégémonique, de domination hégémonique. Donc à partir du moment où on comprend tout ça, tout d'un coup tous les enfumages comment dirais-je, qui sont imprégnés dans le subconscient collectif disparaissent, et on commence à y voir nettement plus clair. Et ça a été la raison pour laquelle je me suis interrogée, et surtout que j'ai commencé à travailler sur la réforme des institutions, parce que en réalité les deux vont de pair, c'est-à-dire que soit vous travaillez sur le système juridique économique, mais si vous ne travaillez que là-dessus, vous n'aboutirez jamais à rien, parce que tout est verrouillé par le système institutionnel. Si vous voulez modifier le système institutionnel, si vous ne modifiez pas le système juridique corrélativement, ça verrouillera aussi les choses. Donc en réalité, il faut travailler parallèlement sur ces deux fonctions, qui sont des fonctions éminemment juridiques, mais d'un côté de nature institutionnelle, et d'autre côté de nature plutôt concernant les fondamentaux du droit. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en réalité, le droit continental avait été subverti par tout un tas de choses, et en particulier par cette volonté hégémonique qui a pris comme arme de destruction massive, si je puis dire, des peuples et des nations, qui a utilisé le droit anglo-saxon, enfin le droit britannique, tel qu'il a été conçu à partir de l'année 1531, comme arme absolue, assortie d'un concept de soft law, ce qui ne devrait pas avoir lieu, parce que la loi ne peut pas être soft, elle est loi ou elle n'est pas. Donc quand vous commencez à parler de soft law, vous commencez à parler en réalité de manipulation. Et d'usurpation, exactement. Alors, en fait, c'est un puzzle que vous avez reconstruit. Et pour ne pas se perdre dans chaque partie du puzzle, moi, ce que je propose de faire, c'est en fait de comprendre la finalité de cet ordre mondial et à quoi il voudrait en fait aboutir juridiquement, quelles sont les conséquences de cette usurpation juridique. Pour ensuite revenir donc à ce que vous proposez, c'est-à-dire s'attaquer à la reconstruction juridique pour se libérer de cet accaparement. En réalité, si vous voulez, il y a toujours une problématique
de points de vue. Du point de vue du commun des mortels, nous assistions, jusqu'à aujourd'hui, et c'est encore vrai aujourd'hui, à un véritable désordre mondial, parce que, effectivement, comme vous l'avez mentionné au début de l'émission, il y a une forme de dissonance cognitive radicale qui s'instaure entre ce que les gens constatent et les mécaniques dans lesquelles ils pensent vivre, qui ne pourraient jamais générer ce qu'ils constatent. Donc ça crée une dissonance cognitive, ça crée des troubles de la perception de la réalité, et ça crée aussi une perte de confiance, une perte de repères, donc c'est tout à fait délétère pour l'individu en tant qu'individu, et pour le collectif en tant que regroupement d'individus. Donc, si vous voulez, quand je parle de désordre mondial, c'est à ça que je fais référence, et j'explique les règles de fonctionnement réel de façon à pouvoir expliquer pourquoi ce désordre mondial. C'est qu'en réalité, nous sommes sous la coupe d'une petite faction d'individus qui contrôlent de facto quasiment toutes les monnaies du monde. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai qu'hier, du reste, on pourra y revenir. Donc, à partir du moment où ces gens-là ont pris le contrôle des monnaies, ils ont pris le contrôle des États par la corruption et la manipulation, une fois de plus. Et donc, en réalité, ils génèrent ce désordre mondial pour aboutir à un ordre qui est leur ordre, c'est-à-dire une organisation sociale et politique qui soit non seulement gérée exclusivement par eux, mais en leur faveur exclusive. Et c'est là où on arrive dans des situations en fait, qui sont en train de se dévoiler par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à comprendre que ces gens-là ne sont mus que par une obsession, la dépopulation, le contrôle des individus, y compris le contrôle finalement du fonctionnement de la vie, du fonctionnement inhérent à la vie, du fonctionnement biologique profond de chaque individu, pour en prendre le contrôle, conditionner nos propres pensées, assujettir notre vie sociale et notre affectation monétaire à des réactions physiologiques. Enfin, on arrive dans des abîmes qui n'étaient pas pensables pour moi, même au début où j'ai commencé mes travaux, j'ai compris que nous étions dans un système de domination radicale, mais si vous voulez, ce que nous percevons comme un désordre, eux le perçoivent comme une avancée vers leur ordre radical, leur nouvel ordre, ce nouvel ordre mondial. En réalité, ce nouvel ordre mondial, il n'a rien de nouveau, puisque les fondamentaux de la domination de cette petite caste de banquiers remontent à très très longtemps, et datent de plusieurs siècles. Donc c'est une avancée en fait qui s'est faite progressivement, qui s'est faite dans le silence des chaussons, qui ne s'est pas manifesté ouvertement, et qui s'est caché derrière l'anonymat justement considérablement accru, organisé et comment dirais-je, systématisé, de façon à casser le lien entre pouvoir et responsabilité. Alors vous savez que dans une société qui tient la route, dans une société qu'on peut appeler société, en tant qu'elle forme une cohésion entre des individus, il n'y a aucun pouvoir qui tienne sans responsabilité afférente. Donc en réalité, ces gens-là se cachent derrière des épouvantails, des hommes de paille, pour faire passer des idées que les hommes de paille portent, mais n'initient pas. Et là, nous sommes dans le fonctionnement institutionnel profond de toutes ces pseudo-démocraties qui sont, comment dirais-je, claironnées en tant que démocratie, mais qui n'ont jamais été une démocratie, dans la mesure où, en réalité, le pouvoir ultime appartient à ceux qui détiennent les capitaux, et en particulier les banquiers qui contrôlent la monnaie. Comme vous l'avez dit, tout est verrouillé, et ce que vous dénoncez comme une imposture, ce sont en fait des institutions qu'on défend corps et âme aujourd'hui, notamment en France, notamment le Parlement. C'est le problème de la dissonance cognitive. On nous a tellement... vous savez, quand on vous répète tout le temps quelque chose, les gens finissent par y croire, surtout quand je dirais que leur quotidien est occupé à toute autre chose, à survivre, à faire vivre sa famille, etc. On ne va pas chercher les fondamentaux, des raisons fondamentales qui justifient les règles qui gèrent notre vie individuelle et collective.
Or, il se trouve que moi, c'était mon domaine d'activité, donc je l'ai fait de façon relativement spontanée. Maintenant, il est clair qu'il faut quand même avoir une certaine volonté, une certaine autonomie de réflexion pour être capable d'affronter les découvertes. Il y a une certaine, comment dirais-je, confiance en soi aussi pour être capable d'affronter les découvertes auxquelles toutes ces réflexions m'ont amené, enfin sur lesquelles enfin pour affronter la réalité, sur laquelle a débouché toutes ces réflexions et toute cette enquête. Ça ressemble un peu à une enquête, vous savez, policière, puisque vous prenez des petits morceaux, vous les suivez, et puis vous arrivez finalement à une vaste escroquerie qui est un complot sans lettres, parce qu'en réalité, très peu de choses étaient cachées. Le fait que ça a été caché, c'est par la profusion en fait d'informations, par le fait que l'essentiel était noyé dans le détail, et donc il devient difficile de percevoir le fil conducteur qui amène qui conduit toute cette machinerie. Mais on ne peut pas exactement considérer que tout ça est un complot caché. En tout cas, c'est un complot, c'est une cohésion, une collusion d'intérêts entre des individus qui détiennent un pouvoir immense qui n'a cessé de croître, mais je dirais qu'ils ont quand même agi ouvertement et relativement au grand jour, sauf que ces actions ont été noyées dans une profusion d'informations, une profusion c'est juste incroyable. Et c'est vrai que par exemple aujourd'hui nous sommes confrontés à cette crise sanitaire qui ressemble étonnamment quand même à une guerre bactériologique, et on constate quand même que depuis au moins la création du Club de Rome, donc ça remonte au tout début des années 70, avec le rapport Meadows, une partie de ces gens qui contrôlent l'économie mondiale se prononcent ouvertement pour une dépopulation. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur leur volonté ultime et sur la façon dont ils vont... Enfin si, il y a une ambiguïté, on ne sait pas exactement quel chemin ils vont prendre pour arriver à leurs objectifs, mais en tout cas leurs objectifs sont clairement affirmés, et ça depuis déjà fort longtemps. Donc pour en revenir à ce nouvel ordre mondial, ils ne pourront contrôler chacun des individus que si effectivement ils réduisent drastiquement la population, parce que ça demande quand même des dépenses énergétiques de contrôler tout ce monde-là par le biais du numérique, qui sont peut-être pas possibles en l'état actuel de la population mondiale. Justement, pour riposter, vous recommandez deux choses. D'abord, la conscientisation de la population, et donc l'économie numérique le permet. Quoique, je pense que si moi, en femme voilée, je vais dénoncer et dire que la République est une imposture, je pense pas que tout se passe bien pour moi. Mais la République, c'est pas la République qui est une imposture, c'est d'avoir accolé le terme République qui sous-tend la res publica, c'est-à-dire le bien public, derrière une réalité qui donne tout le pouvoir au bien privé. C'est ça qui est une imposture. C'est pas le terme République, c'est le fait d'avoir accolé la mention de République à l'organisation de la société telle qu'elle est présentée, c'est-à-dire sous forme de parlementarisme représentatif et d'une séparation des pouvoirs qui n'en est pas une. L'imposture, elle est là. Elle n'est pas dans le terme République, elle est dans le fait de faire passer des vessies pour des lanternes. La République, dans l'inconscient collectif, c'est la res publica, donc tout le monde se dit c'est merveilleux, c'est le bien commun. Mais justement non, puisque tout est organisé pour que finalement la finalité du processus arrive dans un pouvoir absolu d'intérêt particulier. Donc on est très loin de la... Vous savez, c'est toujours mettre un mauvais terme sur une bonne réalité. En réalité, la réalité est désastreuse et le terme est joli. Donc vous avez une dissonance entre, une fois de plus, ça nous ramène à la dissonance cognitive, entre la réalité proclamée et la réalité vécue. Là, l'imposture se situe exactement à ce niveau-là. C'est une imposture finalement linguistique, une imposture de langage, une imposture de posture justement qui est fausse. Vous comprenez que ça puisse choquer quand vous dites qu'il faut abandonner la séparation des pouvoirs, il faut abandonner le parlementarisme représentatif. Pour le français, c'est quelque chose... Il faut quand même comprendre, les gens qui ont lu Montesquieu comprennent que les travaux de Montesquieu consistaient à générer un équilibre des pouvoirs qui empêche le pouvoir absolu. Or,
la séparation des pouvoirs telle qu'elle a été interprétée et telle qu'elle est assortie du parlementarisme représentatif, c'est justement abouti à justement l'exact opposé de la volonté initiale de Montesquieu, mais l'exact opposé, puisqu'il ne s'agit pas de répartir les pouvoirs, il s'agit de casser le pouvoir pour le donner en sous-main à des gens qui ne répondent de rien, qui n'ont plus aucune responsabilité devant personne. C'est quand même totalement aberrant. Enfin, ce qui est notable, c'est qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, surtout les contre-pouvoirs qui n'existent plus dans ce genre de système politique. Bien entendu, puisque en fait tous les contre-pouvoirs sont des contre-pouvoirs de paille face à la radicalité des rapports de force, du déséquilibre initial des rapports de force à l'intérieur même de la société. Il ne peut pas y avoir de contre-pouvoir dans un système comme ça, et il ne peut y avoir que des successions de corruption, d'affaires, plus ou moins avouées, et depuis que nous sommes en République, on ne peut pas dire que on a été épargné par la corruption. Je dirais, je parle en tout cas pour la France que je connais mieux que d'autres pays, la Troisième République a eu d'énormes scandales de corruption, la quatrième n'en parlons même pas, et la cinquième, alors là, c'est l'apothéose. Donc en réalité, la corruption est inhérente à ce système, et on ne peut pas dire qu'elle soit inhérente à la République, elle est inhérente à la fausseté du terme République qui a été collé sur ces systèmes politiques qui sont tout sauf démocratiques en réalité. La deuxième étape, c'est la réhabiliter le concept de droit. Et donc, je vous laisserai présenter votre alternative, mais avant ça, j'ai l'impression qu'en fait, vous faites omission d'une chose, c'est qu'il y a une horizontalité et une verticalité de cette nouvelle ordre mondial, et notamment en fait les imbrications, les relations internationales, du commerce international. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réformer le droit de l'entreprise de la France seulement quand en fait l'échange international est absolument important. Oui, alors il faut quand même comprendre que les échanges internationaux sont régulés par des institutions, des organismes, et en particulier s'agissant des échanges, on pense tout de suite à l'OMC, et l'OMC ne date pas d'avant 1994. Donc avant l'OMC, c'était autre chose. On avait le GATT. Le GATT, c'était un pas quand même vers cette définition nouvelle de l'Organisation économique mondiale, mais c'était moins avancé. C'est-à-dire que au sein du GATT, les États avaient encore un certain pouvoir de régulation qui ne leur était pas contesté sur le système économique et en particulier sur les règles d'échange de biens et services. À partir du moment où l'OMC est arrivé, il a été contesté aux États non seulement la possibilité de mettre des barrières douanières, mais aussi des barrières non tarifaires. Donc ça veut dire qu'il a été contesté aux États la possibilité de réguler par des règles les excès finalement liés aux échanges et en particulier liés à l'accaparement des multinationales. Donc je dirais qu'il faut pas, enfin, on ne peut pas considérer les choses actuelles comme acquises pour toujours, dans la mesure où tout est en perpétuelle évolution. Si on en est là aujourd'hui des échanges internationaux, c'est parce que des options ont été prises, ces options ont été prises au fur et à mesure du temps, et je dirais que le XXe siècle a été une époque stratégique de concentration des pouvoirs dans le main du système des multinationales, qui sont elles-mêmes contrôlées par les banques qui les financent et qui les ont organisées et qui gèrent leur organisation territoriale internationale. Donc je dirais que cette histoire de dire qu'on ne peut rien faire au niveau d'un État parce que tout est corrélé, dans ces cas-là, il n'y a rien à faire nulle part. Il faut bien commencer quelque part pour faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et pour réhabiliter la capacité normative des États à titre individuel et autonome. Il faut commencer quelque part. Par où commencer ? Par où commencer, je dirais que les deux structures les plus fondamentales sur lesquelles repose toute cette imposture nationale et internationale, c'est l'organisation politique sous la forme du parlementarisme représentatif assorti de cette pseudo-séparation des pouvoirs qui laisse de côté le pouvoir monétaire, bien entendu, et l'organisation mondiale des monnaies sous forme de banque centrale et sous forme comment dirais-je, les banques centrales servent en fait à contrôler
de façon centrale dans des mains privées les monnaies. Donc les monnaies ont été totalement privatisées par des intérêts liés et qui sont finalement dans des mains très très peu nombreuses. Donc à partir du moment où on a compris que ça c'était les deux piliers essentiels et que le troisième pilier essentiel c'était la capacité normative, c'est-à-dire la capacité à imposer des règles à la fois au niveau national et au niveau international. En particulier, il s'agit de faire disparaître toutes les structures, toutes les entités qui sont hors du champ du commerce, en passant par l'individu, bien entendu, par la personne physique, pour imposer une commercialisation radicale et une commerciabilité radicale de tout le vivant et de toutes les structures politiques. C'est-à-dire que les États, en tant que personnes morales de droit public, dans le nouvel ordre mondial n'auront plus vraiment lieu d'être, puisque en réalité tout sera sous le contrôle de personnes privées. D'ailleurs, c'est la vocation initiale du droit maritime, droit maritime et commercial, il n'y a pas d'entité publique dans ce genre de système. Or, évidemment, ce genre de système est à l'opposé exact du droit international tel qu'il a été créé, tel qu'il s'est développé, et à l'opposé exact en particulier de tout ce qui se faisait en Europe continentale. Donc c'est la raison pour laquelle je parle de guerre du droit et je dis que rien ne pourra se faire tant que nous n'aurons pas pris conscience que nous avons un patrimoine juridique à défendre et un patrimoine en termes d'institutions juridiques et de méthodologie juridique. Alors est-ce qu'il y a des mouvements politiques qui vont dans votre sens aujourd'hui en France? Bien sûr que non, aucun. Puisque dans le cadre du parlementarisme, il est impossible qu'un mouvement politique aille dans mon sens, puisque tout est organisé pour et par le système économique global. Donc c'est une... Enfin, je dirais que la question porte en elle-même la réponse, c'est-à-dire que dans le cadre du système actuel, il est impossible qu'un parti politique s'intéresse à ce que je préconise, puisque je préconise la remise à plat et la disparition seulement des partis politiques et des hommes de paille. Donc les gens ne vont pas aller scier la branche sur laquelle ils sont assis, c'est quand même assez facile à comprendre. Mais alors, vous savez bien que les hommes providentiels n'existent pas. Parlant d'hommes providentiels, on peut parler notamment de Gaulle, qui clairement avait une volonté d'indépendance par rapport à l'ordre mondial, mais qui était quand même ramené par l'ordre mondial. Peu de gens savent qu'il a été en fait ramené par Churchill, que Churchill lui montrer comment s'habiller. Cette mise en scène n'est pas totalement le fait du général de Gaulle, qui a le mérite d'avoir une volonté d'indépendance. Ça, je ne dis pas le contraire, mais qui a été amené par l'ordre mondial. Oui, enfin, absolument, pas par l'ordre mondial, parce il s'est quand même opposé fermement, alors que beaucoup d'autres auraient courbé les chines. Mais effectivement, on ne peut pas nier le fait qu'il était dans un mouvement d'ensemble très très favorable au globalisme, ce que j'appelle globalisme, c'est-à-dire au mondialisme, c'est-à-dire à l'hégémonie radicale de la finance organisée, telle qu'organisée par le système de droit anglo-saxon. Donc effectivement, il n'a pas pu s'émanciper de ça, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu imposer justement la participation dont je parlais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est la raison pour laquelle il est tombé justement en 69, parce que le Sénat ne voulait surtout pas entendre parler de participation qu'il commençait à remettre sur le tapis. Donc en réalité, bien entendu, il a été à la fois porté par ces gens-là et qui ont voulu se débarrasser de lui à chaque fois, et qui finalement ont réussi, à chaque fois qu'il a eu la volonté d'aller plus loin, parce qu'effectivement il était seul et que le rapport de force interne à la société n'avait pas basculé encore dans un rééquilibrage des pouvoirs entre la finance et tout ce que représente le pouvoir économique tenu par les banquiers par rapport au pouvoir du travail et de la population en tant qu'individu, comment dirais-je, qui peut avoir une autonomie de vie collective indépendamment du capital. Donc c'est ce rééquilibrage profond qu'il faut établir avant de pouvoir modifier quoi que ce soit. Et pour établir ce rééquilibrage, il faut que les gens aient conscience en réalité du problème, parce que nous sommes dans une situation dans laquelle bien sûr tout est fait pour que vous ne puissiez même pas identifier ce problème. Et il ne s'agit pas, une fois de plus, d'un problème idéologique.
Pour moi, j'ai définitivement abandonné l'idée qu'il s'agissait d'une question idéologique. Absolument pas. On peut parler de communisme contre libéralisme, mais le sujet n'est pas là, puisque tous les totalitarismes sont issus de ces mêmes mains, c'est-à-dire des mains de la haute finance, qui a pris le contrôle réellement de l'humanité par le biais du contrôle des monnaies et par le biais du contrôle des systèmes politiques assis sur des régimes, des partis politiques et un parlement et le parlementarisme dit représentatif. Est-ce que vous voyez, face à ce verrouillage, des lueurs d'espoir quand même pour voir la lumière au bout du tunnel? La première lueur d'espoir, c'est d'être capable d'identifier réellement le problème, d'être capable d'évacuer tous les nuages et les enfumages, y compris idéologiques, y compris, comment dirais-je, religieux, parce que les religions sont extrêmement instrumentalisées par tous ces gens-là qui les ont infiltrés d'une façon tout à fait aberrante. Donc en réalité, il faut être capable d'évacuer tous ces faux semblants pour comprendre et pour ensuite se donner une capacité de réaction. Je pense que pour l'instant, et en tout cas moi, je m'inscris dans la phase d'évacuation des enfumages, vous voyez, du désenfumage total. Et à partir du moment où vous commencez à comprendre que tout est instrumentalisé au profit d'une domination radicale et que cette domination radicale est dans les mains de quelques financiers, tout d'un coup, on commence à y voir plus clair. Alors effectivement, ça paraît gros parce que les gens sont tellement habitués à vivre dans la propagande, et c'est une propagande qui est assise sur des mensonges historiques, hein, parce que je vois en France, on a systématiquement, depuis 2 siècles, évacué de l'histoire les trahisons, mais multiples, enfin les trahisons qui ont conduit à des drames humains épouvantables, et en particulier aux guerres mondiales, issues de la haute fonction publique, à tout type de haute fonction publique confondue, et des entre guillemets personnels, j'allais dire hommes, mais en tout cas personnels politiques. Donc à partir du moment où vous passez sous silence toutes ces trahisons, toute cette corruption, vous n'avez plus les moyens en fait de comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est là où le travail comment dirais-je, de rebond passe aussi par une réhabilitation de l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée, avec toute cette vilainie qui est cachée sous le tapis, et toutes les trahisons qui ont généré des millions et des millions de morts. Je pense que là, le sujet, il est encore presque entier, hein. Il ne faut pas se cacher. il y a quand même... Maintenant, on commence à parler de certaines choses, mais enfin, on est loin de faire comprendre à la population majoritaire l'étendue du désastre de la propagande depuis tellement d'années, quoi. Vous avez raison en fait de raisonner par phase, parce que comme vous l'avez dit, il faut, au début de l'émission, il faut toujours le rappeler, cette institution du nouvel ordre mondial s'est fait sur des siècles. C'est pas nouveau, donc on ne peut pas du jour au lendemain renverser la machine. Et ça, il faut avoir ça à l'esprit, ça c'est vrai. Alors, depuis que vous faites votre travail de réinformation, est-ce que vous avez senti une évolution, et notamment à la suite de la pandémie et du mouvement des Gilets jaunes? Alors la réponse est oui, cette évolution est tout à fait considérable. Moi, quand j'ai commencé à avoir une activité publique, et c'était très très timide au départ parce que j'avais vraiment pas été, comment dirais-je, formatée pour ce genre de choses. Donc au début des années 2010, à la fin des années 2000, début des années 2010, d'une part, moi j'étais très timorée, effectivement, mais je ne savais pas comment vraiment aborder les choses, et les gens n'étaient pas du tout réceptifs. Enfin, c'était très compliqué pour moi de trouver un angle d'approche qui puisse intéresser les gens, alors qu'on vivait dans une réalité encore relativement confortable au niveau économique et social. Il est vrai que l'arrivée de cette pandémie, est-ce que je préfère l'appeler pandémie parce qu'elle en a vraiment toutes les caractéristiques, a commencé à secouer un peu les gens dans leur quotidien, dans leurs convictions,
à les mettre au pied du mur face, je dirais, aux concessions qu'ils sont capables ou pas de faire, vis-à-vis d'un pouvoir qui devient de plus en plus coercitif, et puis face à des enjeux qui sont maintenant des enjeux avec lesquels on ne peut plus tricher, parce qu'il s'agit quand même des enjeux vitaux, des enjeux de santé personnelle et publique, les deux étant évidemment corrélés. Et donc, si vous voulez, on est dans une période où on ne peut plus trop tricher. Chacun est en train de commencer à se positionner, mais pour se positionner, effectivement, il faut avoir quand même les bons repères, à la fois linguistiques, les bons repères historiques, Donc c'est encore ça qui manque un peu pour permettre aux gens de comprendre la réalité très 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 brutale dans laquelle ils sont plongés, mais qu'ils ne comprennent pas encore complètement. Et je dirais que sans avoir la prétention d'avoir anticipé que cette crise allait prendre une forme sanitaire, parce que je ne m'intéressais pas du tout à ces sujets sanitaires, ni de santé, ni de rien, il était évident pour moi que, étant donné le niveau d'imposture économique auquel nous étions, économique et politique auquel nous étions arrivés, il était évident que les tenanciers du système économique global, comme je les appelle, allaient passer à un stade supplémentaire, de chaos supplémentaire, pour instaurer leur apparition sur le devant de la scène officielle. Donc le sujet pour eux, c'est de passer du stade où ils contrôlent tout officieusement au stade où ils contrôlent tout officiellement. Mais le passage entre les deux les met en danger, parce que tout d'un coup, on commence à voir qui ils sont, on commence à les voir apparaître, et ça veut dire aussi pouvoir les mettre en face de leurs propres responsabilités juridiques. Donc c'est là où ils sont en danger, et c'est là où je pense que nous avons une opportunité, une fenêtre d'opportunité qui ne se reproduira sans doute pas dans l'histoire, à l'intérieur de laquelle les populations peuvent reprendre le contrôle de leur destin, à condition de bien comprendre quels sont les enjeux, de bien comprendre quelles sont les contraintes, et quel est l'adversaire en fait. La pandémie permet en fait d'appréhender aussi la gravité des enjeux. Bien sûr, alors que quand vous vivez dans un quotidien relativement confortable, plus ou moins confortable du reste, parce que c'est vrai que les gens étaient pas si bien dans leur peau que ça, enfin en tout cas pour ce qui est des Français, c'était quand même les premiers consommateurs de psychotropes au monde, c'est pas sans raison. Je dirais que la réalité individuelle était certainement moins reluisante que la réalité collective ne semblait le montrer. Mais de toute façon, il y avait encore cette routine, cette habitude dans laquelle les gens étaient plongés et qui les empêchait finalement de se confronter au réel. Or, cette histoire de pandémie confronte finalement les individus beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait dans toute autre circonstance aux réalités du fonctionnement problématique dans lequel nous sommes plongés depuis très très longtemps en réalité. Avant l'interview, j'étais sur Twitter en train de scroller et j'ai vu un post qui disait que vous avez déjà écoulé la première édition de votre nouveau Oui, mais livre. en fait, il devait sortir le 8 et je crois qu'il est sorti un peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire hier, et il semblerait effectivement qu'il soit déjà... je sais pas, je suis moi-même étonnée. Bravo. Et ce qui répond à votre question il y a un appétit précédente, selon laquelle est-ce que les choses ont évolué, est-ce que... oui, parce que effectivement, il y a 10 ans, jamais mon livre aurait eu autant d'engouement. Aurait reçu autant d'intérêt public. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, ça corrèle complètement. Les gens sont en demande, en recherche de vérité, de réalité, de règles de fonctionnement et de ce genre de, comment dirais-je, de désenfumage. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Bravo en tout cas, félicitations. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu du livre, donc du deuxième tome? Alors, j'ai axé le deuxième tome surtout sur le fait que l'identité politique réelle de nos institutions était devenue extrêmement défaillante et qu'aujourd'hui on ne pouvait plus faire l'économie de constater que cette identité n'existait plus.
et en particulier, les gens ont longtemps cru vivre sous la Ve République. Or, la Ve République est morte et enterrée, a été enterrée définitivement en 92 au moment du traité de Maastricht, a été enterrée une deuxième fois, donc on peut considérer qu'avec le traité de Maastricht, nous étions entrés dans la 6e République, et avec Lisbonne, il s'agirait plutôt de 7e République, parce que c'est un pas supplémentaire qui a été fait, et qui a généré des modifications constitutionnelles qui ont encore bouleversé les équilibres constitutionnels, et qui font qu'on ne peut pas considérer qu'après Lisbonne, nous soyons restés dans l'équilibre constitutionnel et institutionnel antérieur. Donc on en est déjà à la 7e République, et là, avec cette histoire de renouvellement institutionnel opaque et officieux et aconstitutionnel, consistant à l'instauration d'un conseil de défense sanitaire, là nous ne sommes plus du tout dans les institutions, on peut même plus appeler ça 5e, 6e, 7e République, on est parti ailleurs, et il est bien clair que l'objectif ultime est de faire disparaître le territoire français pour l'intégrer à la fédération européenne. C'est une expérimentation que nous avons déjà connue sous la guerre, parce que la Grande Europe, c'était effectivement une idée éminemment nazie, que d'ailleurs le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, était lui-même issu du mouvement nazi, et avait lui-même écrit les institutions fédérales de l'Union européenne. Donc je dirais que là encore, on est dans l'imposture totale, on nous fait passer des vessies pour des lanternes, on nous fait croire que c'est une grande modernité, tout ça, alors qu'en réalité, les rapports de force internes à tout ça sont les rapports de force que nous avons décrits au début d'émission, qui sont ceux de la haute finance contre les populations, et que ces rapports de force étant restés identiques, voire s'étant même aggravés, il n'est pas possible que des mêmes effets génèrent que des mêmes causes génèrent des effets différents. Donc nous allons nous acheminer en effet vers un troisième totalitarisme, quatrième Reich, j'appelle ça comme ça, et assorti évidemment d'une troisième guerre mondiale, puisque tous les totalitarismes qui ont été générés au XXe siècle ont été assortis d'une guerre mondiale. Donc je dirais que effectivement maintenant nous sommes confrontés aux réalités factuelles, à la dure loi de causalité, qui fait que une même cause génère des effets similaires. Et donc mon livre est quand même beaucoup axé sur la disparition de l'identité politique française, sur les problématiques sous-jacentes, et sur le fait de mettre en avant que cette problématique n'est pas nouvelle, mais qu'effectivement maintenant elle devient visible. Et c'est la différence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que à la faveur de cette pandémie, tout ce qui était caché, réel mais caché, devient visible, donc beaucoup plus sensible pour les gens, et beaucoup plus facile à appréhender aussi par l'intelligence. Visible, mais aussi assumé, parce que c'est pas forcément non voulu que ce soit pas visible. Et pour abonder dans votre sens, en fait, j'ai découvert dans votre livre cet accord d'Aix-la-Chapelle que j'ignorais. Traité d'Aix-la-Chapelle. Le traité qui annonce une sorte de fusion-acquisition entre deux pays, donc en tout cas certaines régions entre l'Allemagne et la France. Et vous annoncez une perte du siège de la France à l'ONU. Et donc, quand je vous entends... Au Conseil de sécurité, en fait. Ouais. Parce que vous savez que le Conseil de sécurité de l'ONU ont 5 membres. C'était les États-Unis. À la fin de la guerre, ça a été les États-Unis, l'URSS, ça a été l'Angleterre et la France, c'est 4 membres. 4 membres. États-Unis, URSS, oui, voilà. Et en réalité, donc, nous avions quelques sujets très importants en France. Nous avions donc cette participation au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons l'indépendance, nucléaire. En tout cas, la capacité nucléaire qui générait une certaine indépendance militaire. Et puis une forte imprégnation
de l'État dans l'économie via des entreprises publiques. Alors ça a été Démantelé aussi. liquidé au fur et à mesure depuis les 20-30 dernières années. L'indépendance, comment dirais-je, sécuritaire est en train d'être sérieusement entamée de tous les côtés, notamment par les rétrécissements des budgets militaires, mais aussi par le fait que le nucléaire, y compris civil, est attaqué. Donc si vous attaquez la filière nucléaire en France, vous allez attaquer aussi la perte d'autonomie énergétique. Et puis nous avons un personnel politique actuellement qui ne pense qu'à fédérer au niveau européen, en tout cas fusionner, transférer au siège européen, c'est-à-dire au siège dirigé par la haute finance, hein, parce qu'il faut être clair, c'est pas un État ou un autre qui contrôle l'Union européenne, c'est la haute finance qui contrôle l'Union européenne. Donc fusionner donc, dans les mains directement de la haute finance notre place voilà, notre place à l'ONU et qui nous a été héritée de l'histoire et que dont De Gaulle avait hérité partiellement sous l'influence de Staline, paradoxalement. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est Staline qui a beaucoup insisté pour que la France en fasse partie. Je ne crois pas que Churchill était très 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 favorable à cette optique, et le président américain non plus. En tout cas, ce qu'on peut en déduire, c'est que quelque part, le peuple français a une responsabilité par rapport à absolument, la marche. Absolument, parce que je dirais Staline. que nous avons été les premiers à être soumis à cette loi de la haute finance. Et ça s'est produit au moment de la Révolution française parce que c'est la Révolution qui a instauré le système des partis politiques, du parlementarisme dit représentatif, et c'est par la suite, c'est les conséquences de cette révolution qui ont permis la création du système de banque centrale, la première banque centrale, en tout cas une des premières, c'est la France en 1800, et c'est Napoléon, enfin à l'époque Bonaparte qui a créé cette institution. Bien conseillé par des banquiers, ils pensaient pouvoir la contrôler, mais il s'avère qu'en réalité, vous avez Napoléon, enfin Bonaparte et Napoléon, c'était peut-être un bon militaire, mais certainement pas un grand financier, donc il a été outrepassé, en tout cas circonscrit par les banquiers de son entourage. Et donc je dirais, nous avons été finalement les premières victimes de ce système financier qui est devenu aujourd'hui global et mondial, mais nous avions, nous, un système alternatif à proposer, et c'est justement parce que nous avions un système alternatif qui était valable, qui était viable, que nous avons été les premiers à être attaqués pour faire disparaître toute capacité de réaction face à cette subversion politico-économique par des règles juridiques qui a pris une proportion mondiale. J'ajouterais aussi que la France avait une capacité d'exportation de sa jurisprudence, et donc l'usurper pouvait en fait leverager cette capacité. Vous savez, pour la France étendre. La France la réalisation française qui s'est le plus et le mieux exportée au monde, ça a été le Code civil. Et le Code civil de 1804, ça a été le point d'orgue en fait de notre système alternatif. À partir du moment où il a été promulgué, c'est-à-dire la descente a commencé à s'opérer. Vous savez, c'est un système qui monte, qui devient parfait, et une fois qu'il est devenu parfait, c'est la chute. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque à la suite de 1804, on a eu le Code de commerce de 1807, qui est arrivé comme un droit d'exception et qui aujourd'hui est en phase de devenir le droit commun. Donc la meilleure et la plus forte exportation française, ça a été son régime juridique, et je dirais que c'est justement pour ça qu'il fallait que ça disparaisse, enfin, que ça ne puisse pas prospérer. Qui explique pourquoi en fait ce transfert a été fait. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Pour ma part, il y a une conclusion que je me suis faite en lisant votre livre, une idée dont vous ne parlez pas directement, mais qui a émergé. C'est l'idée que finalement la France n'est pas cette puissance qu'on imagine, cette puissance qui a réellement un impact, mais
un outil de domination aux mains de l'ordre mondial, un outil singulier, puissant, qui a la capacité de propager la soumission à l'ordre mondial en exportant les outils dont on avait parlé. C'est une perspective qui permet en tout cas de mieux lire l'actualité et ce qui se passe sur le terrain. J'invite en tout cas tout le monde à lire ce livre qui est absolument capital pour comprendre ce qui se passe. J'invite spécialement les étudiants et les jeunes diplômés qui sont encore tout fraîchement endoctrinés. C'est ça, exactement. Oui. En fait, il faut retrouver, ça revient au sujet de départ, c'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver notre identité propre pour pouvoir avoir un avenir. Tant qu'on n'a pas d'identité propre, on n'a ni passé ni avenir. Et en réalité, c'est ce que les banquiers ont réussi à faire, à nous couper, à couper les Français de leur identité réelle, de leur identité faite d'équilibre des pouvoirs, de droits naturels, et surtout de volonté de recherche de vérité et de, comment dirais-je, de participation collective à la vie politique, de nous couper de ça et de nous faire croire que nous n'avions pas de passé intéressant, ni pour nous ni pour les autres. Donc à partir du moment où la France réinitialisera son identité propre, elle s'émancipera de toute cette mafia financière qui ne lui appartient pas, mais dont elle a été l'otage. Et du coup, ça libérera aussi les autres peuples qui ont pris aussi modèle un peu, qui nous ont suivis. Donc c'est effectivement la position de la France dans toute cette évolution mondiale est tout à fait stratégique. Pour terminer, j'invite aussi les entrepreneurs à le lire parce que on pourrait imaginer que toutes ces discussions sur la juridiction est trop pointues et trop loin du quotidien des personnes. Mais en tout cas, moi, si j'avais lu ce livre il y a 10 ans, ça m'aurait évité bien des déconvenues et notamment le fait de m'obstiner sur des projets qui étaient perdus d'avance. Oui, parce qu'il faut comprendre qu'en réalité, tout est organisé pour le plus grand service des multinationales et que l'idée est de faire disparaître tout le tissu économique Les qui PME fait la sont la première réalité d'une cible. cohésion sociale, et toutes les PME ont vocation à disparaître dans ce projet de nouvel ordre mondial qui n'est pas un projet des populations, mais qui est un projet de quelques personnes qui détiennent le contrôle intégral des monnaies et donc des États. C'est ça qu'il faut comprendre. Et effectivement, ça impacte le quotidien à la fois au niveau économique, le quotidien des gens, mais également ça les impacte maintenant dans leur réalité biologique. Donc je crois que maintenant les impacts sont tellement énormes que plus personne ne doit les ignorer. Merci beaucoup Valérie Bougot pour cet entretien. Et à très bientôt, peut-être pour parler de votre livre qui vient de sortir. Bah non, mais mes prochains projets, ça sera d'expliquer ma réforme des institutions pour la faire comprendre, ce qui est très difficile alors que les mentalités sont figées sur un modèle qui n'en est pas un, du reste qui est un contre-modèle, mais il faut passer à autre chose et donc ça demande beaucoup de pédagogie et beaucoup d'investissement de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Merci Kenza.